Alors bon, ça fait une... C'est un peu comme une foule qui avance. Les gens qui sont en tête de cortège, ils ont déjà vu des trucs, ils ont déjà vu le paysage, ils ont déjà compris des trucs, et puis ils commencent à mettre en place des alternatives. Puis les gens qui sont au milieu, ils sont pas encore là, ils sont pas encore passés dans cette rue-là, dans cette région-là. Puis les gens qui sont tout à la queue, ils avancent. Tout le monde avance comme ça. Mais et ceux qui ont déjà fait le parcours de comprendre le système, de comprendre les problèmes et la nuisance que ça représente, et qui mettent en place des solutions alternatives, ils sont encore en train d'avancer aussi. Il y a 2 3 ans, là, 3 4 5 ans, on était à fond dans les monnaies complémentaires. C'est-à-dire, on se disait, c'est une solution parfaite, on recentre l'économie sur une région, on crée une monnaie locale, une monnaie complémentaire, et la solution qui s'est mise en place, pour ne pas trop bouleverser le monde de la banque et le monde de la politique, c'est de créer des monnaies locales et des monnaies complémentaires qu'on puisse acheter avec des euros. Donc évidemment, ça ne résout absolument pas le problème de la monnaie obligatoire, de la monnaie euro qui est émise sous forme de dette, mais par contre, ça a fait avancer le problème de de la globalisation, du globalisme plutôt, c'est-à-dire de la perte de toutes nos richesses sur la planète, et ça a tendance à recentrer un peu l'économie, ce qui est de toute façon un mouvement intéressant dans la mesure où petit à petit, c'est pareil, on va avoir besoin de se recentrer au niveau local pour nos productions respectives, pour éviter les frais de transport, pour que tout ça, pour que l'argent qu'on perd, qu'on puisse le conserver plus localement. Bon. Donc il y a 3 4 ans, c'était ça, c'était la solution, les monnaies complémentaires. Il y a encore plein de gens, en France notamment, qui sont en train de travailler sur des monnaies complémentaires. Donc c'est bien, ça fait un laboratoire, ça fait une expérience, ça fait quelque chose qu'on peut comprendre. À partir du moment où on Voilà. s'intéresse. Et puis il y a des gens aussi qui commencent qui, simultanément avec les monnaies complémentaires, se sont dit, bah non, si on, si on garde l'euro pour acheter une monnaie locale, on ne résout pas le problème, on fait de la titrisation de la monnaie officielle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça sert à rien. Et il y a beaucoup de gens qui se sont dit, on va créer des systèmes d'échange locaux, c'est-à-dire on va carrément enlever la monnaie du système et on va se faire de la comptabilité mutuelle. Si tu m'achètes quelque chose ou je te vends quelque chose, toi ton compte il monte, moi mon compte il descend. On reste à zéro globalement tous. Il y en a qui vont être en plus, d'autres qui vont être en moins. On reste à zéro. On a pris exemple sur le VIR par exemple en Suisse, un système de crédit mutuel comme ça, inter-entreprise, qui dure depuis 1934, depuis 80 ans, et qui fonctionne très bien. Donc on a vu les avantages et les inconvénients de ça. On a vu également les avantages et les inconvénients des monnaies locales. On a vu les problèmes que ça résolvait, les problèmes que ça résolvait pas. Et donc on se dit, on va créer un système de crédit mutuel inter-entreprise qu'on va petit à petit ouvrir aux citoyens, de manière à ce que les citoyens puissent, en recevant des unités monétaires, participer aux achats et aux ventes qui déjà ont lieu dans un réseau d'entreprises qui existe déjà en amont. Alors ça, par exemple, bon, c'est vraiment un scoop. C'est un système qui va être créé dans toute l'Île-de-France, qui s'appelle SYMBA, S-Y-M-B-A, du mot symbiose, qui va essayer de réunir les avantages à la fois du VIR, du crédit mutuel interentreprise, et en même temps du CEL citoyen, avec en ajoutant peut-être, on ne sait pas encore, on est en train de travailler sur le code monétaire qui va être mis en place, avec peut-être une distribution d'unités monétaires par revenu de base citoyen, par revenu de base monétaire. C'est-à-dire que chaque citoyen recevrait, chaque citoyen inscrit dans ce système-là recevrait régulièrement, universellement et inconditionnellement, une certaine quantité, pareil pour tout le monde, d'unités monétaires. Ce qui permettrait instantanément de lancer le système. Et donc voilà, ça par exemple, c'est une expérience qui est vraiment à la pointe, à la toute pointe du progrès. Et donc, mais ça ne sera pas la dernière, forcément, ça ne sera jamais terminé. Si on se dit que l'aboutissement dans 100 ans, c'est de ne plus avoir de monnaie, forcément que ça ne sera pas terminé. Donc voilà, c'était vraiment, comme on dit en anglais, c'est un work in progress, c'est-à-dire c'est quelque chose qui avance sans arrêt, qui avance vers des valeurs extrêmement importante pour l'humanité, c'est-à-dire vers des valeurs qui respectent de plus en plus la liberté des personnes, l'égalité des personnes,
qui puisse mettre en place des structures où ce soit plutôt la fraternité, l'entraide et la solidarité qui soient favorisées plutôt que l'individualisme et le conflit. Et donc c'est là-dessus qu'on travaille également. Est-ce que le système qu'on utilise, qu'on étudie, qu'on est en train de mettre en place ou d'expérimenter, nous fait faire un progrès au niveau de la justice, de la liberté, du respect des individus, du respect de chaque personne et d'un progrès d'une société qui va plus vers la paix et la fraternité. Voilà. Après, ce qui est difficile, c'est de se donner des critères. Voilà. Est-ce que la difficulté dans tout système, c'est de se donner des références, des critères de base. Est-ce que est-ce que nous sommes libres et égaux? Voilà, par exemple. Si je parle avec un politicien, il va me dire, bah écoutez, nous, on est des technocrates, vraiment, on a étudié tout le système, toute l'économie, on a mis des experts, on a fait des commissions, ça a coûté une fortune, et donc, voilà comment il faut faire pour lutter contre le chômage. Et donc, étant donné que nous avons été élus par une, entre guillemets, majorité de votants, nous avons légitimement le droit d'imposer notre solution à tout le monde. Parce que tout le monde est d'accord a priori, c'est le contrat social. Moi, si je vois un politicien comme ça, je lui dis, est-ce que nous sommes égaux? C'est-à-dire, est-ce que moi j'ai le droit d'imposer quelque chose si j'ai quelqu'un d'autre qui m'a donné une légitimité, qui m'a donné une majorité, est-ce que j'ai le droit de vous imposer mes vues? Et si on est trois, et que nous sommes trois, vous, un ami et moi, est-ce qu'on a le droit de voter pour vous imposer de faire quelque chose? Est-ce que la majorité, si on vote à deux contre vous, on a le droit de vous imposer quelque chose? Le gars va dire, c'est délicat à soutenir. Et moi, je vais lui répondre, si nous sommes égaux, à ce moment-là, personne n'a le droit d'imposer quoi que ce soit à quelqu'un d'autre. La seule façon de s'organiser dans une société, c'est d'être d'accord. Et pour être d'accord, il faut avoir un projet commun et se conformer à un projet commun et adhérer à un projet commun. Or là, on n'est pas du tout dans cette configuration-là. Le système monétaire, il repose sur des informations qui sont privilégiées, qui ne sont pas partagées, qui ne sont pas données au grand public. Et pourtant, le système monétaire, il est imposé à toute la population. Donc là, on est visiblement dans un système qui ne repose pas sur la liberté et sur l'égalité entre les individus. Si c'était le cas, il faudrait que toutes les données du système monétaire soient transparentes et que tout le monde sache quelle est la monnaie qui est créée, quelle quantité, et qui en profite, qui en a la rémunération. Or, ce n'est pas du tout le cas. Et donc, dans un système monétaire, quand on imagine quelque chose de nouveau pour essayer d'aller plus loin, ça peut être intéressant aussi de se donner des critères et de respecter ces critères-là. Est-ce qu'on va faire un système qui favorise les uns et pas les autres, ou est-ce qu'on va essayer de trouver un système qui favorise le plus possible la réciprocité? Est-ce qu'on va essayer de faire un système qui favorise le plus possible la volonté des gens? Oui, 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 c'est tout à fait, parce que c'est très difficile déjà de faire le lien entre les mécanismes monétaires et les conséquences qu'on constate dans la société. Déjà, ça, c'est difficile de faire le lien. Et en plus, c'est difficile d'admettre qu'il y a un lien. C'est pas évident. Et en particulier pour les politiciens, c'est difficile parce que on voit du chômage, on voit de la pauvreté, par exemple. Et on se dit, vous savez, les politiciens, ils ne sont pas plus malins que les autres. Hein. Ils se font conseiller par des gens dont ils croient que ce sont des spécialistes de tel ou tel domaine. Donc, en général, pour tout ce qui concerne la finance et la banque, les politiciens, ils se font conseiller par des banquiers. Donc forcément que l'avis que leur donnent des banquiers, il va pas dire le système bancaire est pourri, il faut le réformer. Forcément, c'est normal d'un point de vue microéconomique, comme on dit, c'est-à-dire d'un point de vue individuel, chacun défend son bout de gras, et c'est tout à fait normal. Chacun défend son employeur, chacun défend sa famille, c'est le boulot, c'est comme ça que ça marche. Donc, quand un politicien, et je ne parle pas d'un chômeur ou d'un gars qui se retrouve à la rue, se dit comment ça se fait que je suis au chômage, comment ça se fait que les entreprises licencient,
qu'est-ce qu'on peut faire au niveau politique pour qu'il y ait moins de licenciements? Alors, un monsieur comme Arnaud Montebourg, que je respecte beaucoup, par exemple, va dire ah ben il faut interdire les licenciements, comme ça au moins on sera sûr qu'ils ne pourront pas licencier. Ou bien on va, je sais pas, je regarde même pas les solutions qu'il propose parce que ce sont des solutions pour agir sur des conséquences d'une racine qui est invisible en amont. Et la racine qui est invisible en amont, c'est que nous avons un système monétaire qui repose sur une émission de monnaie payante, et que donc il faut tout le temps aller chercher des richesses et de la rentabilité supplémentaire pour rémunérer la monnaie qu'on utilise au quotidien dans nos échanges. Donc forcément qu'on est obligé de foutre des gens à la porte, forcément qu'on est obligé de rechercher la rentabilité maximum, forcément qu'on est obligé d'acheter des produits au bout du monde s'ils sont 3 centimes moins chers qu'à 100 km. C'est normal, on ne peut pas faire autrement. Sinon, on fait faillite et on ferme carrément la boîte. Au lieu de licencier des gens, on ferme la boîte complètement. Donc, encore une fois, au niveau des prises de décision, c'est très difficile de prendre des décisions quand de toute façon on est pompé par un système monétaire universel qui change complètement la vraie symétrie des rapports qu'on pourrait avoir entre nous. Donc, quand on pense aux politiciens et au chômage et à la croissance, par exemple, alors la croissance, c'est génial parce que comme on a un système où il faut tout le temps rémunérer le loyer de la monnaie, et là je parle de l'ensemble de la masse monétaire, hein, parce que tous les soldes que nous avons sur nos comptes, ils ont été émis au départ par un banquier qui les a créés avec un plus, un moins et qui les a donnés à quelqu'un. C'est ça qui circule dans toute l'économie avant d'être remboursé ou pendant que c'est remboursé et que ça va disparaître. Pendant ce temps-là, c'est de la monnaie qui circule dans toute l'économie. C'est ça la masse monétaire. Si on fait le total des soldes de tous nos comptes bancaires, on a la masse monétaire globale. Et si on divise cette masse monétaire-là par le nombre d'habitants que nous sommes sur la zone euro, par exemple, on a une moyenne qui est la quantité moyenne d'argent que chaque citoyen de la zone euro devrait posséder pour être à égalité avec les autres. Cette moyenne-là, elle est de 50 000 euros environ, par personne, pour les 330 millions de citoyens de la zone euro. Donc moi, si je regarde mon compte, je me dis, nom de Dieu, il y en a qui doivent avoir des sacrés soldes. Et je ne suis pas le seul dans ce cas-là. Donc, pour que la moyenne soit à 50 000. Donc la croissance, pourquoi est-ce que les politiciens trépignent tout le temps en disant il faut retrouver la croissance? Parce que s'il y a de la croissance, on peut payer le loyer sur la monnaie. Ça ne se voit plus. Parce que s'il y a de la croissance, si on gagne un petit peu plus chaque année, il y a un petit peu plus d'activité en plus chaque année. Donc cet argent-là qu'on arrive à faire circuler péniblement en plus et qui nous est loué en plus par le système bancaire, eh ben, il nous permet de payer les intérêts de la masse monétaire. Et donc s'il y a de la croissance, s'il y a 5% de croissance, on paye les intérêts monétaires qui sont peut-être de 4%, et on se retrouve avec 1% de croissance. Et on dit, génial, il y a eu de la croissance. Il n'y a pas eu 1% de croissance, il y a eu 5%. Sauf que 4% a servi à rémunérer l'intérêt monétaire. Donc s'il n'y a pas cette croissance-là, ça se voit tout de suite qu'il y a une fuite. Et là, ça se voit maintenant, parce que la croissance, on n'y arrive plus. C'est plus possible. Tant qu'on a encore des trucs à monétiser, tant qu'on a encore des pays à piller, tant qu'on a encore des ressources à voler à la terre, on arrive à avoir de la croissance, on arrive à payer les intérêts de la monnaie. Mais là, on ne peut plus, ça coince là maintenant. La progression de l'économie réelle ne permet plus de payer la progression exponentielle des intérêts monétaires. On a d'un côté une progression mathématique, qui n'a pas de limite, et de l'autre côté une progression réelle, qui a une limite, qui a progressé pendant les 30 Glorieuses, et puis qui commence à s'aplatir maintenant. C'est normal, une progression réelle, ça finit par s'aplatir. Un arbre, ça arrête de grandir, un humain, ça arrête de grandir. Un procédé technologique, on l'améliore un petit peu, mais ça ne s'améliore pas exponentiellement comme des chiffres. Donc là, on arrive dans un mur. Et le mur, il arrive en ce moment parce que ça fait
environ 80 ans que la crise précédente a eu lieu, la grande crise des années 29, qui a débouché sur la Deuxième Guerre mondiale, qui a permis de détruire tellement de choses qu'il a fallu reconstruire. Donc on a eu de la croissance, on a eu beaucoup de croissance, on a continué avec de la croissance en monétisant tout ce qu'on pouvait, en monétisant la musique qu'on se faisait les uns les autres, en monétisant les rapports qu'on avait avec nos propres enfants. Maintenant, on paye pour que d'autres gens s'occupent de nos enfants, en monétisant nos anciens qu'on gardait chez nous. Maintenant, on paye pour que d'autres s'occupent de nos anciens. Donc là, qu'est-ce qu'on va monétiser?